Allô, aujourd'hui je suis venue vous parler de mon parcours, celui qui m'a permis d'être maman. Je suis tombée enceinte pour la première fois à mes 18 ans, après 3 cycles d'essai en juillet 2015. La grossesse se déroulait normalement jusqu'à environ 8-9 semaines où est-ce que j'ai commencé à avoir du spotting marron. J'ai commencé à m'inquiéter, alors j'avais appelé au CLSC, ils me disaient de pas m'inquiéter qu'en début de grossesse ça pouvait arriver. Donc j'ai attendu un petit peu, mais rendue à 11 semaines, ça m'inquiétait trop, donc j'ai décidé d'aller consulter à l'urgence. Après avoir attendu plusieurs heures, on m'a passé une échographie d'urgence. Je me souviendrai toujours de mon regard quand l'échographie s'est arrivée. J'ai regardé mon amoureux avec un gros sourire parce que je me disais qu'on allait enfin rencontrer notre bébé, même si c'était juste un petit écran. Je me disais qu'enfin j'allais mettre du concret à cette grossesse parce que c'était quand même une première grossesse, je savais pas trop à quoi m'attendre et c'était tout nouveau pour moi. Il m'a dit qu'il ne voyait pas de rythme cardiaque, mais qu'on allait faire un deuxième écho le lendemain dans un centre de radiologie pour s'assurer que la grossesse était bien terminée. À ce moment-là, je m'attendais vraiment pas à ça, tout sauf ça. Je m'attendais à la limite qu'ils me disent de me reposer, mais pas que mon bébé était décédé dans mon ventre. Je dirais qu'à ce moment-là, c'est comme un peu le premier vrai deuil que je vivais en quelque sorte. Donc, c'est comme si le ciel m'était tombé sur la tête, qu'un train m'était rentré dedans. Je, je l'ai trouvé vraiment difficile pour être honnête. Le lendemain, ils ont d'ailleurs confirmé que le cœur ne battait plus. Et ça a pris 3 mois évacuer la fausse couche au complet avec... j'ai même pensé à un moment donné faire une hémorragie puis mourir. On a décidé de prendre une petite pause parce que le fait que la fausse couche ait pris 3 mois, qu'émotionnellement c'était difficile, ça l'a mis notre jeune couple, à rude épreuve. Dans le fond, nous on s'était rencontrés en 2012, donc ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. Ensuite, on a recommencé les essais bébés et après 7 cycles d'essais, ma fille Naomi s'est installée en juillet 2015, dans le fond le même mois que la première grossesse. Je voyais ça comme un clin d'œil de l'univers. Bon, je vous mentirais en vous disant que j'étais bien calme parce qu'honnêtement, je l'étais pas pantoute. J'étais stressée. Mais stressée, je l'ai aux toilettes 50 millions de fois par jour, je tremblais. À ce moment-là, j'avais besoin de me rassurer de cette façon-là. Et il y a un matin que je me suis levée avec des douleurs au ventre. Oui, on a mal au ventre en début de grossesse, sauf que cette fois-ci, c'était plus persistant et plus fort. J'avais même des douleurs jusque dans mon corps. J'ai été travailler quand même. En descendant, ça rempirait. Donc, rendu dans l'endroit où est-ce que je travaille, j'étais plongeuse. Donc, j'ai agrippé un chariot, puis les jambes m'ont fléchi tellement que la douleur était immense au niveau de mon col. Je sentais vraiment comme une pression. Puis là, je me sentais vraiment pas bien. On s'entend que la panique s'est emparée de moi parce que les douleurs ressemblaient à ma fausse couche quand ça avait débuté. J'en ai parlé à la cuisinière, elle me dit ben va à la toilette, puis au pire, va consulter après. En me rendant à la toilette, à la minute que je me suis assise, bref, les saignements ont commencé. Donc là, je me suis mis à trembler, la panique s'emparait de moi. Je me disais, bah, c'est terminé encore, j'arriverai jamais à être maman, je serai pas capable. J'ai été voir la cuisinière, c'est elle qui a appelé mon amoureux parce que moi, j'étais pas en état d'appeler qui que ce soit. Mon amoureux est venu me chercher et on s'est rendu à l'urgence. J'ai attendu pratiquement le même temps que la dernière fois, 5-6 heures à l'urgence. Le même monsieur est apparu avec son échographie d'urgence. Bon, cette fois-ci, je regardais pas mon amoureux avec un sourire. On s'entend que je broyais du noir, puis pour moi, tout était fini. Lui gardait espoir, puis était positif. Il me disait que ça allait aller. Le monsieur de l'échographie me dit qu'il voyait bel et bien un petit cœur et un embryon dans mon utérus. Donc, le soulagement. Il me dit qu'on allait passer une échographie en radiologie quand même le lendemain pour déterminer la cause des saignements. Le lendemain, on a compris que les saignements étaient dus à un hématome.
saignements, dans le fond, ont duré de 8 semaines à 14 semaines. Je suis restée alitée chez moi tout ce temps-là. J'avais vraiment super peur qu'il lui arrive quelque chose, donc j'osais même pas bouger. Ensuite, j'ai passé une échographie cardiaque fœtale, vu que moi je suis cardiaque, il y avait une petite possibilité que je le transmette au bébé. J'ai été passer l'échographie cardiaque fœtale pour le bébé, puis l'écho cardiaque pour moi, pour s'assurer que j'aille bien. Moi, j'allais bien, et ma fille, malheureusement, avait une malformation cardiaque pratiquement pareille comme moi, mais pas tout à fait. Et on m'a annoncé à mes 20 semaines qu'elle allait devoir subir une intervention chirurgicale dans les premiers mois de sa vie. À ce moment-là, je m'en voulais. Dans ma tête, c'était de ma faute. Je voulais plus jamais avoir d'enfant. J'avais vraiment de la difficulté avec à accepter la situation. Je me souviens tout le long du trajet en revenant, je broyais beaucoup de noir. C'était vraiment pas facile. Les semaines ont passé, puis un matin que j'avais décidé de faire du ménage, parce que comme ça allait bien, depuis la 14e semaine, ça allait bien, je me suis dit, bon, ben, je vais recommencer à faire un peu plus d'activités. J'ai pris la décision de laver mon plancher. Je venais tout juste de finir quand j'ai senti couler en bas. J'étais comme encore du sang. Je vais voir et il n'y avait pas de sang. C'était transparent. Bon, sur un forum de maman où est-ce que j'avais écrit, on me disait que j'aurais pu me faire pipi dessus, donc j'ai pas... oui, ça m'inquiétait, mais j'ai attendu. C'est là qu'une dame est venue me voir le lendemain en me disant que son bébé était décédé. Elle avait perdu le liquide, puis il était décédé, ça faisait pas longtemps. La panique s'est emparée de moi et j'ai été immédiatement à la maternité. J'avais 23 semaines et 5 jours quand ça l'a fait ça, donc j'étais à +6 quand j'ai été consultée. Et rendu là-bas, on a fait le test du cure-type et le coton-tige est sorti noir. À ce stade-là, le bébé n'est pas viable, donc j'ai comme vu le personnel médical s'affairer à m'envoyer au minimum dans un hôpital spécialisé si le bébé naissait maintenant. On m'a donc transférée à l'hôpital de Québec en grossesse à risque au centre mère-enfant, à 2 heures de route de chez moi. Arrivé là-bas, on m'a installée tout de suite dans une salle d'accouchement parce qu'il me disait que j'allais probablement accoucher et que mon bébé serait pas viable et qu'il décéderait à la naissance. Moi, à ce moment-là, je leur disais « Faites ce que vous voulez, mais moi, j'accouche pas aujourd'hui. » J'avais pas... peut-être un peu de déni, je sais pas. Pour moi, j'accoucherais pas cette journée-là. Et les semaines ont passé et j'ai réussi à me rendre à 36 semaines et 4 jours. Je suis restée hospitalisée et alitée tout ce temps-là. Dans le fond, je suis arrivée à 24 semaines au CHU de Québec, mais j'avais fissuré à 23 plus 5. Donc, j'ai réussi à me rendre jusqu'à 36 plus 4. Donc, j'avais une prise de température matin-soir, un Doppler matin-soir, et j'avais un monitoring à tous les matins où à chaque fois que je sentais pas ma fille bouger, parce qu'il fallait compter les mouvements à partir de, je me souviens plus combien de semaines, 26 ou 28. Et dans le fond, quand elle bougeait pas, il faisait un monitoring pour s'assurer que tout était correct. Donc après avoir réussi à gagner plusieurs semaines pour que Naomi puisse naître dans de meilleures conditions que 24 semaines, il y a un matin que je me suis levée et son cœur ne descendait plus sur un monitoring. Habituellement, on est censé voir une variation des battements cardiaques selon les mouvements. Je me souviens plus trop de tout, là. Puis dans le fond, ben, elle restait au même stade et elle bougeait pratiquement plus depuis plusieurs jours. D'ailleurs, j'avais beaucoup de monitoring. Donc, sa césarienne était planifiée pour le 22 mars. Et là, on était le 21 mars. Donc, pour une journée, ils ont pris la décision de faire la césarienne entre guillemets d'urgence, là, mais c'est pas urgent tant que ça. Là. Mon amoureux a eu le temps d'arriver, ils ont juste déplacé la césarienne dans le fond. Et ma fille est née à 15h50, tout de suite après que mon amoureux s'est arrivé. Il a eu juste eu le temps de s'asseoir, ils ont sorti ma cocotte.
J'avais tellement peur qu'elle pleure pas, puis elle a pleuré immédiatement. J'ai pas pu vraiment la voir parce que j'ai pas regardé du bon côté. Ils me l'ont montré de ce côté-là, puis moi, je regardais de l'autre. Ils sont partis immédiatement avec elle, étant donné qu'elle était cardiaque, avec un faible poids, parce qu'elle avait un retard intra-utérin au niveau de son poids. Donc, ils l'ont emmenée tout de suite en néonat, s'assurer que tout allait bien. Et moi, ensuite, quand on m'a emmenée dans la salle de réveil, j'ai fait une hémorragie. Donc, j'ai pas pu voir ma fille tout de suite. Ça a été vraiment difficile pour moi parce que j'ai pas eu cette connexion immédiate avec ma fille. C'est comme se retrouver de enceinte à plus enceinte au niveau de son corps très sec. Et j'ai pu voir ma fille le 23 à minuit. J'ai pu la prendre, donc j'ai pu lui faire un petit câlin avant de retourner dans la salle postpartum, rester environ 2 semaines en néonate, le temps qu'elle prenne du poids, puisqu'elle est née à 4,3 livres ou 1 kg 910. Pour 45,5 cm, ils l'ont redescendu dans ma région. Elle est restée 2 jours et comme tout allait bien, elle a pu sortir le 3 avril 2016. Nous sommes rentrés à la maison et quelques semaines plus tard, on s'est aperçu que Naomi ne voulait plus manger. Nous avons tout essayé avec les pédiatres, les infirmières, puis elle prenait pas bien son poids, déjà qu'elle avait un retard. Le personnel médical a pris la décision d'installer un gavage à Naomi. Elle a gardé son gavage de ses 2 mois, ses 7-8 mois environ. C'est pas facile parce que t'as l'impression de pas être la maman de ton enfant, t'as l'impression d'être seulement une infirmière, de lui prodiguer des soins. Je pouvais pas vraiment la bouger puisque ça lui causait des vomissements à minute qu'elle bougeait trop, donc je pouvais pas vraiment la prendre. Elle a subi son opération à cœur ouvert au CHUL de Québec en juillet à ses 4 mois. C'était un moment très stressant, très difficile. Ça a été long, très long. Et quand j'ai pu la voir, j'ai subi la même intervention moi-même étant petite. Donc j'ai eu l'impression de, oui, voir mon enfant, mais de me voir aussi moi lorsque j'étais plus petite. J'ai été prise de violents vertiges et on a dû m'asseoir. Tu vois ton enfant couché sur un lit, elle faisait pratiquement le double, c'est pas le triple de quand que je l'avais vue, là, elle était vraiment beaucoup enflée. Et je me sentais vraiment impuissante, j'avais l'impression que je pouvais rien faire pour l'aider. Le chirurgien, à ce moment-là, m'avait parlé en me disant que oui, il y avait quand même des chances que je lui transfère ce que moi j'avais au niveau de la génétique, mais j'ai pratiquement pas de pourcentage. Mon pourcentage n'était pas haut. Il me dit de pas m'arrêter à ça, que c'était comme un peu comme une coïncidence, que si j'avais un autre enfant qui pouvait naître tout à fait normal, je pense que c'est à ce moment-là que je me suis pardonnée. Les mots du chirurgien m'ont vraiment beaucoup aidé à apaiser, m'ont aidé à accepter la situation. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir un petit désir d'un autre enfant. Donc il a fallu que j'attende le hockey du cardiologue pour savoir comment moi j'allais. J'ai attendu 2 ans. Elle a même passé un ETO, un écho-transœsophagien, pour voir si mon cœur allait bien. Et il s'est révélé que mon cœur allait bien. En septembre 2018, donc on a décidé de commencer les essais bébés. Et ça a fonctionné immédiatement. Mais moi, j'avais l'impression que quelque chose ne fonctionnait pas. Les spottings ont commencé très rapidement. Et dans le fond, à mon échographie, j'avais à peu près 9 semaines, je crois. Ils ont vu une poche avec un sac vitalin, mais pas d'embryon. Je crois qu'ils appellent ça un œuf clair. Et dans le fond, la fausse couche s'est déclarée naturellement et c'est le fait assez normalement et rapidement. Là, comparé à mon autre, je pense qu'elle a pris à peu près un mois pour être bien remis et que mon corps soit bien. Ensuite, nous avons recommencé les essais tout de suite, étant donné les circonstances. On se sentait prêt pour recommencer les essais. Donc, je suis retombée enceinte de ma 4e grossesse
en avril 2019. J'ai passé une échographie à 6 semaines et 4 jours pour voir si tout allait bien et le petit bébé allait bien, son cœur battait. Vers environ 10 semaines, j'ai commencé à avoir des saignements. C'était pas du spotting, c'était vraiment du sang. J'ai donc été consultée et on a vu à l'échographie que le bébé était décédé à 6 semaines et 4 jours. Donc dans les mêmes temps que j'avais passé ma première échographie où est-ce qu'on voyait que tout allait. En théorie, une échographie, c'est censé être rassurant. Donc pour moi, ça m'a comme un peu rentré dedans, en quelque sorte. Je me disais que ça allait aller, que la prochaine, c'était la bonne. Donc, on a recommencé tout de suite les essais. Dans le fond, ma fausse couche s'est faite en 3 jours. Tout s'est bien déroulé. Tout était vide. Pour vrai, ça a été très rapide. Ça a fonctionné tout de suite. Je suis tombée enceinte au mois de juillet, le cycle suivant. J'avais tout senti. Je savais que j'étais enceinte. J'étais très à l'écoute de mon corps. Aussi, au travers de tout ce parcours-là, je suis devenue testeuse compulsive à faire des tests d'ovulation et des tests de grossesse. Même les tests de grossesse, je les faisais à 9 DPO, 9 jours post-ovulatoire, c'est 4 ou 5 jours avant les règles. Donc, il me semble que cette grossesse-ci, j'avais fait le test justement à 9 DPO et j'avais une petite ligne pour parler. J'avais suivi tout à tous les jours jusqu'à au moins 20 DPO, m'assurer que l'évolution se faisait bien. J'avais tellement peur que quelque chose arrive. J'essaie de rester calme malgré la situation. J'avais quand même un stress qui était là, c'était évident et normal. Je me souviens qu'à 6 semaines et 1 jour, j'ai commencé à avoir des saignements. Comme la dernière fois à ma fille Naomi, je commençais à avoir des saignements, mais aussi des douleurs au niveau du col. Je sais pas pourquoi, mais je savais au plus profond de moi que le bébé allait bien et que c'était probablement comme ma fille. Je me suis rendue à l'urgence, passer une échographie d'urgence, et c'est là qu'on a vu que le bébé allait bien et que c'était un décollement placentaire. Et le décollement placentaire était aussi gros que la poche du bébé. J'ai revu le bébé à 8 semaines et 1 jour et il allait super bien. Il se développait normalement, un cœur qui était encore là. Le décollement placentaire était encore là aussi. Je me souviens pas s'il était plus petit ou plus gros, pour être honnête. Vers 9 semaines et quelques jours, j'ai retourné faire un autre suivi. C'est là qu'on a vu que le bébé était décédé à 8 semaines et 5 jours, soit quelques jours après la dernière échographie que j'avais faite. Je suis ressortie de là en larmes. J'avais l'impression que tout s'effondrait autour de moi. Un peu comme dans les films, les gens te parlent puis t'entends plus rien. Ça m'avait fait ça aussi à ma première grossesse. C'était comme irréel, c'était irréaliste pour moi. Ça pouvait pas arriver encore une fois parce que à partir de 3 fausses couches, ça tombe des fausses couches à répétition. Je me disais, j'arriverai plus jamais à être maman. J'ai vraiment pas trouvé ça facile. Émotionnellement, j'ai vraiment sombré. La fausse couche s'est bien déroulée. D'ailleurs, toutes mes fausses couches se sont déroulées très bien malgré tout et naturellement, même si des fois ça a été plus long, comme pour la première. Mais ça s'est toujours bien déroulé physiquement. Il y avait juste à ma 3e grossesse que j'étais à l'urgence juste pour l'anémie, puis j'étais tombée chez moi, mais sinon, tout allait super bien au niveau physique. Donc, pour ma 5e grossesse et ma 4e fausse couche, 3e de suite, il m'a fallu un long moment. Nous n'avons pas recommencé les essais bébés tout de suite. On a passé des tests, tout était normal. Notre couple en a pris une méchante débarque. J'avais fait une dépression aux 18 mois de ma fille. Ben là, j'ai fait une rechute. Il n'y avait plus rien qui marchait dans ma vie. C'était horrible. J'étais au plus profond de ma noirceur. Je me disais que ma fille serait mieux sans moi. Je me disais que j'étais peut-être pas due pour être maman. Je me posais beaucoup de questions sur mon rôle de mère en tant que telle aussi. C'est à ce moment-là que j'ai eu un éveil spirituel. Ça a sauvé ma vie. J'ai plus jamais été la même personne.
Dans le fond, cette journée-là, c'était le 9 février 2020. J'étais en voiture avec mon amoureux et j'ai vu dans le ciel 9 marches d'escalier. Je sais pas comment ça s'est produit, mais j'ai eu une étincelle de génie. J'ai pensé à la vidéo que j'avais écoutée quelques jours auparavant, une médium qui parlait que les femmes qui avaient fait des fausses couches devraient lire le livre Les 9 marches. Donc j'ai été voir sur Amazon immédiatement s'il était disponible, puis il en restait 9 en inventaire. 9 février, 9 marches, 9 en inventaire. Je me suis même pas posé de questions, j'ai commandé le livre. Et je l'ai lu en 3 jours et ça a changé ma perception de la maternité au grand complet. Ça m'a vraiment beaucoup aidé à m'ouvrir au monde de l'invisible. Et ensuite, les mois qui ont suivi, j'ai eu énormément de signes de synchronicité, pour ceux qui connaissent ça. 2 signes qui m'ont complètement chamboulée, transpercée. J'écoutais un live d'une médium qui parlait des couleurs. Je voulais colorier des mandalas, puis je voulais savoir la signification des couleurs. Et à la fin, elle faisait un tirage de cartes, puis elle nous disait de peser sur pause et de poser notre question. Donc moi, j'ai posé ma question. J'ai demandé est-ce que je serais remaman un jour. Ouais, j'appelais ça remaman. Et quand j'ai restarté la vidéo, je me suis mis à trembler. J'ai eu un coup de chaleur du bout de mes pieds jusqu'à ma tête. Je me suis mis à pleurer, je shakeais tellement. Les mots étaient « L'annonce d'une grossesse rendra la famille heureuse ». Les chances que ma question, ce soit ça la réponse, c'était tellement magnifique. J'ai eu encore beaucoup d'émotions. Hein. Ensuite, quelques semaines plus tard, c'était en août. Je parlais à ma 5e grossesse, parce que j'étais en développement personnel, je me remettais beaucoup en question et tout. Et je disais à cet homme-là que j'aimerais un jour pouvoir lui parler, que ce soit ici ou là-haut. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai vu un bébé tel une échographie dans les nuages. Mais vraiment, je veux dire, tu peux pas confondre que ça ressemble vraiment à un bébé. J'ai souri. J'ai souri parce que j'avais compris qu'elle s'en venait. Que c'était pour bientôt que j'allais être encore maman. D'ailleurs, à chaque fois que je doute de moi ou de mon parcours spirituel, je repense à cette image. C'est la plus belle des synchronicités. Je parlais à cette âme avec mon cœur, puis on m'a répondu. Je suis tombée enceinte de Mélodie en septembre 2021, soit 1 an après ma fausse couche de grossesse 5. J'avais 7 cycles d'essai environ, comme pour ma première. Et j'essayais de gérer mon stress du mieux que je pouvais, mais je tenais bon parce que j'avais des signes de l'univers, la source, la vie. On n'emploie le terme qu'on souhaite. Vers la 8e semaine, à peu près comme à Naomi, j'ai commencé à avoir des saignements et des douleurs au ventre. J'ai été consultée et j'avais encore un décollement placentaire. Cette fois-ci, les saignements ont duré de plus ou moins 8 semaines à plus ou moins 24 semaines. À 20 semaines, d'ailleurs, j'ai eu un épisode de contraction non douloureuse régulière aux 2 minutes pendant pratiquement une journée complète, où est-ce que je me vidais de sang. Ils pensaient même devoir me faire une césarienne d'urgence et arrêter la grossesse. À ce moment-là, je m'accrochais aux signes. C'était la seule chose. C'est les signes. Ma fille bougeait dans mon ventre et je tenais bon. J'ai tout fait pour pas paniquer. Parce qu'à part croire, je pouvais pas faire grand-chose, de toute manière. Mon col, il s'est effacé à 50%. Puis il était pas ouvert, il était bien fermé.
se sont aperçus à l'échographie de contrôle que, dans le fond, c'était le décollement placentaire qui s'était vidé de sang. J'étais passée de 11 centimètres à 3. Ils m'ont permis d'aller passer mon écho cardiaque fœtal et mon écho cardiaque pour moi au CHUL de Québec, mais il fallait que je revienne tout de suite après pour s'assurer que tout était correct, étant donné que c'est à 2 heures de route. Mon cœur allait bien et on a su que notre belle Mélodie avait absolument rien au cœur, qu'elle allait super bien. Ça a été un vrai soulagement. Et on est revenu à l'hôpital où est-ce que j'étais dans ma région et ils m'ont gardé une journée pour s'assurer que c'était correct. Et ensuite, on m'a demandé d'être alitée chez moi, de faire le moins d'efforts possible, de rester calme. J'avais des suivis rapprochés avec mon gynécologue et des échos pour s'assurer que mon col était correct. Ma plus grande peur, c'est présenté à moi. À 23 semaines et 5 jours, j'ai commencé, parce que j'avais juste du spotting à ce moment-là, les saignements commençaient à s'en aller. J'ai commencé à perdre comme du liquide. J'étais comme pas sûre si c'était du sang ou pas, fait que j'ai attendu un peu. Mais j'ai fait le test où est-ce qu'il faut tousser, puis ça sortait. Je me suis endormie le soir en stressant un peu. Je me disais, ça va pas arriver encore, là. Les chances que ça se produise encore à un moment donné. Je me réveille en plein milieu de la nuit. C'est comme si ma fille me parlait. J'avais l'impression qu'elle était en haut de moi, qu'elle me disait, maman, faut que tu ailles à l'hôpital, ça va pas, là. Je me suis levée, j'ai été voir et c'était de plus en plus liquide. Donc, j'ai appelé la maternité. Étant donné mon décollement placentaire et mes antécédents, ils savaient déjà. J'étais aussi suivie en grossesse à risque à Québec avec Dr Blanchet. Donc. Et une fois arrivée à la maternité, ils m'ont passé le test de coton-tige qui est ressorti noir. Donc, je les ai vus tout autour de moi me préparer pour pas que j'accouche. Ils m'ont injecté des choses, ils m'ont placé un cathéter. D'ailleurs, mon cœur n'a pas supporté ce qu'ils m'ont donné. Je me suis mis à faire des palpitations. Je leur ai dit que à 20 semaines, mon docteur m'avait dit qu'il pouvait me prendre s'il arrivait quelque chose qui m'attendait. Donc, je leur ai dit de leur téléphoner pour leur dire ce qui m'arrivait. Ils m'ont immédiatement transféré en ambulance au CHU de Québec. Et j'ai regardé le moniteur tout le long en descendant. Mon moniteur cardiaque à moi. Et le moniteur affichait 111. Pour ceux qui croient aux chiffres, aux chiffres miroirs ou aux heures miroirs, peu importe. Il affichait ça tout le long. Pour moi, c'était comme rassurant. Pour moi, c'était comme... Ça m'a permis parce que j'avais quand même des contractions qui ont commencé un peu, veux pas. C'était très déstabilisant. J'avais une magnifique cocotte à la maison que je voulais pas quitter. Je savais que j'allais être partie pour plusieurs semaines. C'était très difficile à encaisser et à accepter. C'est vraiment un changement qui arrive brusquement. C'est vraiment quelque chose que t'as pas le choix de prendre sur toi parce que je voulais pas accoucher. Je voulais vraiment pas accoucher. Une fois que je suis arrivée là-bas, j'ai sorti ma petite touche d'humour et je leur ai dit c'est parce que je m'ennuyais de vous. Mais on s'entend que non. J'aurais préféré rester chez moi. Donc, la même chose. D'ailleurs, pour ma première fille, c'était des échos 2 fois semaine. Pour Mélodie, c'était des échos 1 fois semaine. Il y avait le Doppler, la température matin et soir, le monitoring 1 fois par jour et quand elle bougeait pas. Je faisais aussi le décompte des mouvements. C'était très difficile de la trouver en monitoring. Elle se cachait beaucoup très très loin. Elle voulait pas qu'on capte son cœur. Ma césarienne était prévue pour le 11 ou le 12 mai. Ils l'ont changé, je me souviens plus trop. Mon amoureux et ma fille sont venus me voir le 8 mai, donc j'ai eu l'occasion de prendre des photos. Et le lendemain, sur l'heure du souper environ, les comptes... ça avait commencé le matin, mais c'était des douleurs d'oreilles gérables et ça allait. Mais sur l'heure du souper, ça commençait à s'intensifier. Puis il y a une minute qu'ils m'ont mis sur le monitoring.
ça s'intensifiait vraiment, puis je le voyais sur le monitoring. À ce moment-là, j'ai été prise un peu de panique. C'est là que mon cœur s'est emballé, mon cœur s'est mis à battre très 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 haut. J'ai appelé l'infirmière, mon pouls était dans les 200 et quelques. On m'a transféré aux soins intensifs dans un étage pour contrôler mon rythme cardiaque. Ils ont essayé 2 fois. Ce qui t'injecte te donne l'impression que tu vas mourir. Je regardais le docteur et j'étais comme prise d'un fixe et j'imaginais le visage de ma fille. Parce que je me disais que s'il m'arrivait quoi que ce soit, au moins j'allais avoir le visage de ma fille avant de mourir. C'est probablement juste une peur, on s'entend que je serais pas morte, là. Ils essayaient juste de descendre mon rythme cardiaque et ça n'a pas fonctionné. Ils ont décidé de me garder là, d'attendre un peu, mais le travail était bien enclenché étant donné que, je l'ai su plus tard, mais que j'étais en train de faire une infection du liquide amniotique. Quand la gynécologue est venue pour regarder mon col, ben il s'était modifié. Elle a dit que pour quelques jours, encore une fois, on allait pratiquer la césarienne et surtout que ma fille commençait à décélérer, ils ont tassé le monitoring pour pas que je le voie. La minute qu'ils m'ont embarqué dans l'ascenseur, mon cœur a repris un pouls plus normal. La césarienne a été tellement longue, c'était vraiment une césarienne d'urgence, là. Ils m'ont vraiment descendu tout de suite, ils n'ont pas attendu mon amoureux, tout s'est fait très rapidement. J'avais la difficulté à la sortir, elle était vraiment comme dans le fin fond de mon bassin, puis elle était très très petite. Elle avait aussi un retard intra-utérin. Elle est sortie de mon ventre et a pleuré pratiquement immédiatement. Je l'ai pas vraiment vue encore une fois parce qu'ils se sont dépêchés à l'emmener à la petite table qui était à ma gauche. Je l'ai vue coucher au loin. J'avais pas mes lunettes, c'est clair que je voyais pratiquement rien. Ensuite, ils m'ont dit qu'elle était stable, qu'ils l'emmenaient à la néonate. Ils m'ont refermé. Ils m'ont dit qu'à partir de ce moment-là, je pourrais plus accoucher par voie basse. Ils m'ont ramené à la salle de soins intensifs pour s'assurer que mon cœur allait être correct. C'est à ce moment-là que mon amoureux arrivait, je tremblais comme une feuille. Ma fille est née le 9 mai 2021 à la fête des mères à 20h34. Pour l'heure, ça a été très difficile à retenir pour moi étant donné que c'est un accouchement très traumatisant. Maintenant, c'est plus doux quand j'y pense. C'est un bel accouchement malgré tout. Elle faisait 3,5 livres ou 1,7 kg pour 42,5 cm. J'ai pu la voir pour la première fois le 10 au soir. Le 10 au soir, dans le fond, ils m'ont sorti des soins intensifs, ils m'ont mis en postpartum. J'ai pu aller voir ma fille et c'est là que j'ai su qu'elle faisait un pneumothorax sur son côté droit. Et j'ai seulement pu la prendre dans mes bras à 10 jours de vie. Ça a été très difficile. Au niveau contact, encore une fois, ça a été très, très difficile. Au début, elle avait de la difficulté à manger et c'était comme plus difficile de récupérer. Ils m'ont quand même fait comprendre que ça se pouvait que ça... Elle avait quand même 33 semaines et 5 jours. Ça l'a été en s'améliorant dans les semaines suivantes. Et le pneumothorax avait guéri tout. Elle mangeait bien, prenait du poids. Donc on est retourné dans notre région. Tout allait bien. On était censé sortir et dans la nuit... juste avant qu'elle sorte le lendemain matin, on nous a appelé pour nous dire que Mélodie faisait un deuxième pneumothorax et qu'il fallait qu'il la remonte en urgence au CHUL de Québec en néonat. On savait qu'elle avait quelque chose au poumon, mais on savait pas trop c'était quoi. Ils nous disaient que dans les prochains mois, on allait passer d'autres examens, voir si c'est quand on allait faire l'opération. Sauf que là, ils ont décidé que pour ces 1 mois de vie, c'était mieux de faire, c'était dans quelques jours, dans le fond, c'est 1 mois. Décision de faire la chirurgie à son poumon droit pour enlever la malformation qui lui causait des pneumothorax. L'opération s'est super bien passée, c'était tellement stressant. Mélodie est sortie de l'hôpital et est rentrée à la maison pour la première fois le 17 juin 2021. Elle a eu des intolérances alimentaires. J'ai l'impression qu'elle était intolérante à absolument tout. J'avais un grand régime d'éviction. C'était vraiment beaucoup de choses, là. Je mangeais pratiquement rien. Dans le fond, pour Naomi et Mélodie, j'ai fait du tir-allaitement. Pour Naomi, j'ai pas fait beaucoup, étant donné qu'elle aussi, elle avait une intolérance, elle, c'était seulement à la protéine bovine. Mais j'ai perdu très vite ma lactation, étant donné tout le stress de l'opération à cœur ouvert. Et à ce moment-là, je prenais aussi une Micronor. Fait bref, j'ai pas pu tir-allaiter Naomi vraiment longtemps. Mais Mélodie, j'ai pu faire du tir-allaitement exclusif malgré
le gros régime d'éviction. J'ai pu le faire jusqu'à ces 13 mois. T'sais, le temps qu'on trouve, entre-temps qu'on trouve chaque intolérance, elle avait quand même un autre lait. C'est pratiquement exclusivement, là. Pour de vrai, c'est un très beau tir-allaitement que j'ai eu. C'est 13 mois, on a trouvé un nouveau lait qui lui faisait sans lactose et tout allait bien. Et depuis ce temps-là, elle prend ce lait-là. Mélodie se développe normalement, même je trouve plus rapidement que Naomi. Donc la prématurité pour nous ne l'a pas touchée. Mon histoire, mais aussi notre histoire à mes filles, à mon amoureux qui nous a permis de pouvoir être ensemble aujourd'hui. Je suis tellement reconnaissante à chaque jour. Je sais à quel point que je suis chanceuse. C'est une magnifique histoire, vraiment remplie d'espoir pour de vrai. Les signes m'ont vraiment aidé à m'accrocher parce que tout le long, on m'envoyait des cœurs partout, de toutes les façons possibles pour me dire, comme ça me disait « Maman, mon cœur bat ». Ça m'a aidé à m'accrocher. Depuis que Mélodie est née, on a mis sur ma route un travail de développement spirituel et personnel profond sur mon chemin maternel pour trouver en quelque sorte des leçons de la vie sur ce qui m'était arrivé. On m'a envoyé plein de signes de synchronicité sur ma route. Je suis même dans un travail sur ma lignée maternelle transgénérationnelle. D'ailleurs, j'ai remarqué que dans mon nom TikTok Créa Mandazen, si on enlève le Cré et le Z, nous avons Amanda. Amanda, c'est le nom de mon arrière-arrière-grand-mère maternelle. Je savais même pas que mon arrière-arrière-grand-mère maternelle s'appelait comme ça pour commencer à créer des mandalas pour gérer mon stress pendant les essais bébés de Mélodie et tout le long de la grossesse. Dans le fond, les mots, c'est création, mandala, zénitude, étant donné que je fais la création de mandalas pour gérer mon stress. Vous voyez pendant que j'étais enceinte de Mélodie, en même temps, dans le fond, j'ai tombé enceinte d'elle en septembre 2020. J'ai été chercher en septembre 2020 mon cours en lancement d'entreprise au pavillon de l'avenir de Rivière-du-Loup pour ouvrir ma compagnie de mandalas et pouvoir aider les gens via le mandalas à gérer leur stress. C'est quand même vaste et je sais que le mandalas, ça peut aider pour plusieurs choses. J'ai ouvert la compagnie en juin 2022. Dans le fond, tout de suite après que j'ai terminé le tir-allaitement. C'était comme, pour moi, c'était de fermer une porte pour en ouvrir une autre, parce que ça a été difficile pour moi d'arrêter de tir-allaiter. C'était quelque chose de tellement important. J'aurais aimé continuer plus longtemps. Mais mon corps, malheureusement, a décidé que la lactation diminuait, donc pour éviter de me torturer, me faire mal, parce qu'à ma première, je m'étais torturée pendant très longtemps avec peu de lait. Cette fois-ci, pour ma santé physique et mentale, j'ai pris la décision d'arrêter. Mes deux filles m'accompagnent dans le processus de la compagnie. Les raisons pour lesquelles la compagnie est ouverte, c'est le processus de maternité avec Mélodie. Naomi a coloré beaucoup avec moi, et vous la voyez d'ailleurs sur ma plateforme TikTok, un peu partout sur les réseaux d'ailleurs. Elle colorie des mandalas et participe activement. Elle est tellement contente de pouvoir participer. Elle m'inspire et me donne des idées. Comme c'est elle qui m'a inspiré la section parents-enfants. Parce qu'au début, Naomi, quand elle coloriait, elle avait vraiment zéro intérêt pour le coloriage. Elle coloriait toute la page de la même couleur et elle le faisait pour se débarrasser, ça lui tentait pas. Au fil du temps, elle a mis différentes couleurs. Ensuite, elle a vu qu'il y avait des lignes, des démarcations, donc elle a fait comme moi et maintenant elle colorie des mandalas aussi compliqués que celui-là. Dans le fond, dans la section parents-enfants, c'est la même mandala, c'est juste que c'est en groupe et en petit pour colorier ensemble. C'est pour apprendre à faire les alternances de couleurs, pour apprendre comment fonctionne un mandala, parce qu'il y a plusieurs façons de colorier un mandala, plusieurs couleurs qu'on peut utiliser. C'est vraiment de pouvoir passer un moment calme et tranquille avec un enfant. Naomi, elle a un problème au niveau du langage, donc ça permet de pouvoir prendre un moment calme, parler avec son enfant. Pour moi, c'était une importance capitale de pouvoir avoir un moment calme, et on a trouvé que ce moment-là était bénéfique pour elle, autant que pour la motricité que pour pouvoir parler. Mes mandalas sont adaptés pour tous, autant les grands que les petits, que ceux qui ont des difficultés avec le coloriage ou qui ont des difficultés au niveau de la vue, étant donné que les traits sont quand même assez larges. J'essaie d'en faire certains très simples, d'autres qui sont moins simples et d'autres qui sont vraiment très difficiles avec beaucoup de détails. J'essaie d'aller chercher un peu tout le monde
j'aime vraiment l'idée que les mandalas soient adaptés à tous. Sur mon groupe Facebook Créamandasienne, d'ailleurs, vous retrouvez dans les fichiers du groupe quelques mandalas à essayer si vous avez envie de les colorier. Je vais vous montrer d'ailleurs mon bébé arc-en-ciel que j'ai fait pendant mon processus pour être la maman de Mélodie. Donc voilà. D'ailleurs, le petit bébé au milieu, il a été fait avec la photo que j'avais prise du petit bébé dans le ciel, qui ressemblait tel une échographie. Ce mandala-là, d'ailleurs, si vous avez envie de le colorier et mettre vos couleurs à vous, il est disponible sur mon groupe Facebook Créamandasienne. Donc, il est disponible gratuitement. Vous allez pouvoir le colorier vous aussi. Moi, je l'avais colorié comme pour mentionner à ma fille que je gardais toujours espoir qu'elle soit là. J'avais mis des couleurs vertes parce que pour moi, le vert, ça signifie la nature, la fertilité, l'abondance. Donc, c'était comme un peu pour attirer à moi de belles choses. Pour ceux qui ont envie de me suivre et qui aimeraient être au courant des avancées des mandalas, je vous invite à vous abonner à mes pages. Je suis sur Instagram, TikTok. Je suis aussi sur YouTube. Sur Facebook, j'ai une page et un groupe Facebook pour rien rater de toutes les nouveautés qui vont sortir dans les prochains mois. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère vraiment fort que ça va avoir pu donner espoir à certaines femmes. Je vous souhaite à toutes de pouvoir trouver le bonheur dans la maternité. Si jamais vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre au mieux de mes connaissances.